Alors en fait, comment ça se passe? Au niveau du schéma, on arrive à la fin de l'exercice, on détermine donc le résultat comptable. Donc pour cela, on fait la différence entre les produits et les charges et on trouve le résultat comptable. Là, on est dans des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu. Les entreprises qui relèvent de l'IR n'ont pas la personnalité fiscale. C'est-à-dire que ce ne sont pas les sociétés qui vont s'acquitter de l'impôt. Donc ici, le résultat comptable que l'on obtient, c'est celui qui va figurer dans les documents de synthèse, dans le bilan, dans le compte de résultat. C'est ce résultat comptable qui apparaîtra. Évidemment, les choses seraient bien plus simples si les règles en fiscalité et en comptabilité étaient les mêmes. Mais ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de ce résultat comptable et on va, à partir de là, déterminer le résultat fiscal. L'entreprise a pu comptabiliser des charges, parce qu'elles concernent l'entreprise, donc il n'y a pas de souci jusque-là, mais l'administration fiscale peut dire non, cette charge n'est pas déductible. Dans ce cas-là, quand on a constaté la charge, cette dernière est venue diminuer le résultat comptable. Si cette charge n'est pas déductible, on ne va pas pouvoir bénéficier de réduction d'impôt par rapport à cette charge. Il va donc falloir la neutraliser. On l'a comptabilisée en charge, donc elle est venue en moins, on va la rajouter. On va faire ce qu'on appelle une réintégration. Alors, je vous donne un petit exemple simple, parce que nous les verrons au fur et à mesure. Imaginons une entreprise qui se fait redresser pour une raison quelconque. Imaginons un commercial qui se fait en fait prendre pour excès de vitesse. D'accord ? Eh bien, si c'est dans le cadre de son activité professionnelle, l'entreprise prend à sa charge le montant de la contravention, donc ça va constituer une charge pour la société, donc venir diminuer le résultat comptable. L'administration fiscale n'est pas d'accord pour qu'on puisse bénéficier d'une économie d'impôt alors qu'on a fait une infraction. Donc là, on neutralise la charge, on la réintègre. Vous allez inversement avoir des produits qui vont être non imposables ou qui vont être imposés dans une autre catégorie de l'impôt sur le revenu. Donc dans ce cas-là, on va à ce moment-là enlever les produits. On va donc faire des déductions. Une fois qu'on aura terminé les réintégrations et les déductions, on aura déterminé alors le résultat fiscal. Si on est dans le cas d'une entreprise individuelle, eh bien c'est l'exploitant qui va déclarer le résultat fiscal. Alors sachant qu'au niveau du calcul de l'impôt, on fera un calcul en fonction du foyer fiscal. Donc on va analyser la situation de notre exploitant. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il est pacsé? Est-ce qu'il est célibataire? On va prendre en compte l'ensemble des revenus du foyer fiscal et c'est sur cette base-là qu'on calculera l'impôt en appliquant le barème progressif par tranche. Ce que nous verrons, mais que par la suite. D'accord ? Si jamais on est dans une société en non collectif, eh bien on va répartir le résultat fiscal en fonction de la quote-part de ce que chaque associé détient. J'ai 30% des parts de la SNC, je vais donc devoir déclarer 30% du résultat fiscal dégagé par la société. C'est-à-dire que déjà, vous voyez bien qu'on ne va pas être imposé sur ce que l'on a perçu, mais on va être imposé sur le résultat fiscal. Donc voilà, au niveau de l'IR, comment ça se passe, sachant que pour une société, on va être imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux si l'activité exercée est une activité industrielle ou commerciale, le point sur lequel on travaille maintenant. Si on était dans le cadre d'une profession libérale, à ce moment-là, c'est la catégorie des bénéfices non commerciaux. Il y a aussi la catégorie des bénéfices agricoles, vous vous en doutez, c'est pour les agriculteurs. Donc nous, c'est la catégorie des BIC ici qui nous intéresse. Donc voilà, au niveau déjà du schéma, pour avoir une vue d'ensemble de l'imposition dans le cadre de l'IR. On peut également faire un parallèle et voir à ce moment-là comment ça se passe dans une société qui relève de l'IS. Donc ici, sur les sociétés relevant de l'IS, donc on va retrouver les sociétés de capitaux. Donc tout à l'heure, on verra plus en détail ce qu'il en est quand on va aborder le champ d'application. Alors, voyons
sur le schéma comment ça fonctionne cette fois-ci. Même topo, on arrive à la fin de l'exercice comptable, on fait la différence entre les produits et les charges et on détermine le résultat comptable. Il y a une petite nuance déjà, puisque cette fois-ci, le résultat comptable n'est que provisoire. Alors, à partir de ce résultat comptable provisoire, même topo que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des divergences entre les règles comptables et les règles fiscales, on va donc corriger le résultat comptable afin de déterminer le résultat fiscal. Donc, on va faire les réintégrations, les déductions. On déterminera le résultat fiscal. Sachant que dans les réintégrations-déductions, vous en avez qui sont spécifiques pour les BIC, vous en avez qui sont spécifiques pour l'IS, et puis vous en avez d'autres qui sont communes aux deux régimes d'imposition. Alors en fait, une fois qu'on a déterminé ce résultat fiscal, on est en mesure, ça y est, de calculer l'impôt sur les sociétés, puisque cette fois-ci, la société a la personnalité fiscale, c'est-à-dire que c'est la société qui va payer l'impôt. On calcule donc le montant de l'IS. Alors, le taux de droit commun au niveau de l'impôt sur les sociétés, 33,1%. Maintenant, il peut y avoir aussi d'autres taux d'imposition que nous verrons quand nous travaillerons sur la partie relative à l'IS. Il se peut qu'il y ait de la participation des salariés. Donc, je l'ai indiqué parce que ça s'impute également à ce niveau. Donc, participation des salariés obligatoire dans les entreprises qui ont plus de 50 salariés, facultatif pour les autres. Et là aussi, c'est un point sur lequel nous serons amenés à travailler. Donc j'avais mon résultat comptable provisoire, j'ai calculé l'impôt sur les sociétés, éventuellement la participation des salariés, et je trouve ainsi le résultat net de l'exercice. C'est ce dernier, ce résultat net, qui apparaîtra dans le bilan et dans le compte de résultat, qui apparaîtra dans les documents de synthèse. Donc vous voyez que déjà ici, dans un premier temps en tout cas, on a, dans les deux cas, qu'on soit à l'IR ou qu'on soit à l'IS, on a besoin de déterminer le résultat fiscal, donc d'analyser les réintégrations, les déductions. Ensuite, au niveau de l'IS, là, on peut calculer l'impôt. Pour l'IR, on attendra un petit peu quand on abordera la partie concernant l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Pour déterminer le bénéfice net imposable, donc ça va correspondre au résultat comptable, ce qu'on a vu, la différence entre les produits et les charges, que vous avez fait ressortir dans mon schéma. Mais compte tenu qu'il y a des dispositions fiscales spécifiques, particulières, donc on va faire les réintégrations-déductions, c'est ce qu'on appelle des corrections extra-comptables. Alors extra-comptables, tout simplement parce que ça se fait à l'écart de la comptabilité, ça ne donne pas lieu à des enregistrements comptables. C'est un raisonnement fiscal. Alors, diverses considérations permettent de justifier, d'une part, les différences entre les règles juridiques et les règles fiscales. D'autre part, l'application de règles fiscales spécifiques concernant, par exemple, les particularités que j'évoquais tout à l'heure, ou d'incitation économique. Alors regardez, comptablement, par exemple, l'amortissement dégressif n'est pas autorisé. Quand on fait un amortissement dégressif ou quand on fait un amortissement exceptionnel sur 12 mois, on applique des règles de fiscalité. L'objectif étant d'inciter les entreprises à réaliser des investissements. L'interdiction de déduction de diverses charges comptabilisées, alors comme par exemple sur la TVA, on avait parlé à un moment donné des dépenses somptuaires. On avait dit, voilà, sur les dépenses somptuaires, on ne peut pas déduire la TVA. Il y avait la chasse, la pêche, les yachts, les résidences d'agrément. Eh bien, ces charges, ces dépenses somptuaires sont également exclues du droit à déduction. Dès qu'on a une dépense somptuaire, on l'a enregistrée en comptabilité, elle n'est pas déductible fiscalement, on fait donc une réintégration. On la neutralise. Ensuite, la période d'imposition. Donc, les bénéfices sont déclarés à la clôture de l'exercice. Alors, la plupart du temps, en fiscalité, on a des exercices comptables qui coïncident avec l'année civile, donc il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Évidemment, l'impôt, je vais le payer l'année suivante. Donc, je détermine des opérations en N et je paye l'impôt en N+1.
Si par hasard l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, donc ici comment ça se passe? Donc lorsque l'exercice ne correspond pas avec l'année civile, l'impôt annuel est établi. Alors tout dépend. Si un seul bilan est dressé, eh bien à ce moment-là, on va se servir du résultat dégagé. Maintenant, il se peut qu'il y ait plusieurs bilans qui aient été établis. Donc si plusieurs bilans ont été établis, à ce moment-là, on va tout simplement additionner les résultats. Et si jamais aucun exercice n'est clos durant l'année, donc à ce moment-là, à partir d'un résultat qu'on va estimer, on va ainsi prévoir le résultat, il est calculé depuis la dernière période imposée. Et ensuite, quand on a déterminé ce montant provisoire, on l'imputera du résultat définitif dégagé au titre de l'exercice. Mais bon, c'est vrai que sur la fiscalité, vous avez toujours, en tout cas dans les sujets d'examen, des exercices qui coïncident avec l'année civile.